Sierra Leone s'apprête à vivre mercredi des élections présidentielles et législatives avec l'espoir d'entamer enfin son décollage économique entravé par une épidémie d'Ebola et une corruption toujours endémique. En Angola, Isabel dos Santos, qui fait l'objet d'une enquête sur de possibles détournements de fonds à la Sonagol, estime que ces accusations sont totalement infondées. Elle a apporté ce démenti lundi. Au Burkina Faso, la crainte de nouveaux attentats subsiste quelques jours après la double attaque contre l'état-major des forces armées burkinabè et l'ambassade de France. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la Sierra Leone qui s'apprête à vivre mercredi des élections présidentielles et législatives avec l'espoir d'entamer enfin son décollage économique entravé par une épidémie d'Ebola et une corruption toujours endémique. Ces élections vont se tenir 16 ans après la fin de la guerre civile qui a fait 120 000 morts et également des centaines de milliers de réfugiés entre 1991 et 2002. Reportage. Quelques 3,1 millions d'électeurs sont appelés à choisir parmi 16 candidats, dont 2 femmes, le successeur du président Ernest Bai Koroma, qui ne peut plus se représenter après 10 ans de pouvoir. Ils devront également élire les 132 députés du Parlement. Pour cette 4e présidentielle, depuis la fin de la guerre civile, la victoire devrait à nouveau se jouer entre les 2 partis qui dominent traditionnellement la vie politique. Le Congrès de tout le peuple, APC, actuellement au pouvoir, a désigné comme candidat l'ancien ministre des Affaires étrangères Samura Kamara, un économiste de 66 ans qui gravite dans les coulisses du pouvoir depuis les années 1990, y compris quand le pays était dirigé par des juntes militaires. Le Parti du peuple de Sierra Leone, SLPP, a pour sa part choisi Julius Maada Bio, 53 ans, déjà candidat en 2012. Ce militaire de formation avait déjà pris le pouvoir en janvier 1996 en évinçant le chef de la junte, le capitaine Valentin Strasser, avant de le céder 3 mois plus tard, après avoir établi le multipartisme. La capitale du Burkina Faso a été secouée par les attentats la semaine dernière. La police scientifique travaillait toujours ce lundi sur les lieux du drame à Ouagadougou. 2 présidents ouest-africains ont fait le déplacement pour témoigner de leur solidarité au peuple burkinabè, toujours sous le choc de ces attaques sans précédent. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel, et le président du Togo, Faure Gnassingbé, président de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sont arrivés lundi au Burkina Faso. Les 2 personnalités ont rencontré leur homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré. Ensemble, ils se sont rendus sur les lieux des attaques, l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Les attaques qui ont fait vendredi 7 morts et 80 blessés parmi les forces de l'ordre ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Sur le terrain, les enquêteurs de la police scientifique sont à pied d'œuvre pour collecter des informations. Une dizaine d'enquêteurs français spécialisés est venue prêter main forte aux autorités burkinabè. Par ailleurs, 2 hommes soupçonnés d'être impliqués dans les attentats étaient entendus par la justice burkinabè lundi. Ils avaient été arrêtés vendredi dans les accrochages suivant les attaques. Les enquêteurs soupçonnent qu'il y ait eu des complicités dans l'armée pour la préparation des attaques. Le mode opératoire des djihadistes contre l'état-major laisse en effet penser aux enquêteurs que les assaillants connaissaient les lieux et qu'ils étaient renseignés sur la tenue d'une réunion de l'état-major burkinabè de la force G5 Sahel. La salle où la réunion devait se tenir a été totalement détruite par l'explosion d'une voiture piégée qui a précédé l'assaut des djihadistes. Au total, 9 assaillants ont été tués dans les 2 attaques coordonnées. Dans le pays, la psychose est perceptible au sein de la population. La crainte de nouveaux attentats subsiste quelques jours donc après la double attaque contre l'état-major des forces armées burkinabè et l'ambassade de France à Ouagadougou. On suit. Les habitants de Ouagadougou ne cachent pas leur crainte de nouveaux attentats alors que les djihadistes du groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans ont revendiqué samedi les attaques dans la capitale du Burkina Faso. 72 heures après ces attaques, qui ont fait 8 morts parmi les forces de l'ordre,
on peut toujours lire la psychose qui demeure latente sur de nombreux visages. Immédiatement que ça s'arrête, parce que la rue où ça va, franchement dit, on a tous peur. Imaginons notre état-major, c'est-à-dire que c'est le cœur du Ouagadougou, le cœur du Burkina Faso qui fut attaqué. C'est-à-dire nous, dans notre périphérie, on ne sera plus en paix. S'ils décident d'attaquer, ça c'est une fraction de seconde. Voilà, donc vraiment dit, j'ai vraiment peur. La paix soit au Burkina Faso. En tout cas, nous les croyants là, nous allons prier beaucoup que les touristes là ne viennent plus au Burkina Faso. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3 individus ont tenté sans succès de forcer un barrage à Ouagadougou dans la zone de la présidence. 2 d'entre eux se sont enfuis. Le 3e a été arrêté avant d'être abattu après avoir tenté de s'emparer de l'arme d'un de ses gardiens. Soupçon de corruption dans le secteur du pétrole au Nigeria, l'ouverture du procès des compagnies pétrolières Eni et Shell prévu lundi à Milan, dans le nord de l'Italie, a été renvoyée au 14 mai. Reportage. 15 personnes physiques et morales figurent parmi les prévenus, dont le groupe italien Eni et son homologue anglo-néerlandais Shell. Sont également jugés l'actuel patron d'Eni, Claudio Del Calzi, son prédécesseur Paolo Scaroni, d'autres dirigeants et cadres des 2 groupes, ainsi que l'ex-ministre nigérian du pétrole, Dan Etete. Mais aucun d'eux n'était présent lundi. Le dossier a été transféré à la 7e section pénale avec un début de procès prévu le 14 mai. Le président de la Chambre a expliqué cette décision par une surcharge de travail de la 10e section pénale et aussi pour éviter des délais trop longs. En effet, la justice soupçonne le versement de pots de vin lors de l'attribution en 2011 pour 1,1 milliard d'euros d'une licence pour l'exploration du bloc pétrolier offshore OPL 245. Eni et Shell ont conclu la transaction avec le gouvernement sans l'implication d'intermédiaires. Les 2 interpellés contestent fermement toute corruption. L'accord passé avec le gouvernement nigérian visait à mettre fin à des années de contentieux autour de ce bloc entre Shell et la compagnie Malabou appartenant à Dan Etete. L'ancien ministre du pétrole sous le régime du dictateur Sani Abacha s'était attribué ce bloc en 1998 en la vendant à une société qu'il détenait secrètement. La licence avait été ensuite révoquée par le gouvernement puis cédée à Shell, puis de nouveau à Malabou, donnant lieu à un important litige. On parle toujours hydrocarbures. En Angola, Isabel Dos Santos a démenti lundi tout détournement de fonds lorsqu'elle était dirigeante de la compagnie pétrolière publique Sonangol. La fille de l'ex-président angolais José Eduardo Dos Santos, qui fait l'objet d'une enquête sur de possibles détournements de fonds à la Sonangol, estime que ces accusations sont totalement infondées. Des précisions à travers cet élément. Dans un communiqué de presse rendu public, Isabel Dos Santos, fille de l'ex-président angolais José Eduardo Dos Santos, a fait part de son indignation totale devant les accusations à son encontre et l'équipe qui était à l'époque à la tête de la Sonangol. Elle est accusée de détournement de fonds lorsqu'elle dirigeait la compagnie pétrolière publique. Le 28 février dernier, le nouveau PDG de l'entreprise, Carlos Saturnino, a dénoncé la mauvaise gestion de son prédécesseur et pointé du doigt des opérations légalement douteuses. 2 jours plus tard, la justice angolaise a annoncé l'ouverture d'une enquête sur de possibles détournements de fonds à la Sonangol. Estimant que les accusations de détournement étaient totalement infondées, Isabel Dos Santos a dénoncé une croisade, selon elle, encouragée par les partis d'opposition dans le but de salir son nom. Elle a en outre ajouté qu'elle allait engager des poursuites judiciaires à l'encontre du nouveau PDG de l'entreprise en réponse à ces allégations jugées diffamatoires. Considérée comme la femme la plus riche d'Afrique par le magazine américain Forbes, Isabel Dos Santos a été limogée de l'entreprise nationale en novembre dernier par le nouveau président angolais João Lourenço. La société civile togolaise s'apprête à enregistrer un nouveau mouvement pour prôner la culture de la paix et du développement dénommé Duno Arb. Le projet a été présenté à l'OBE, au public et à la presse nationale et internationale. Ferdinand Gari, notre correspondant sur place, était également sur les lieux. Reportage.
Do No Harm, c'est le nom d'un nouveau mouvement apolitique prônant la paix que la société civile togolaise va enregistrer d'ici peu. Les initiateurs viennent de lancer la mobilisation autour du projet. Un collectif des organisations de la société civile pour une diplomatie non gouvernementale qui a mis sur pied ce concept, donc ce projet de Do No Harm ou agir pour bâtir la cité dans la paix. Les objectifs qu'on a poursuivis aujourd'hui, c'est de lancer ce mouvement. Do No Harm, littéralement, si on le traduit de l'anglais, c'est ne pas nuire à autrui. Et nous avons lancé ce concept aujourd'hui devant 300 membres qui sont des associations venant des syndicats, venant aussi des taxis-motos, venant aussi des artistes, venant aussi des universitaires, des médias. Et nous avons mis ça pour pouvoir vous dire que désormais, au Togo, nous allons lancer ce mouvement-là, Do No Harm, pour apprendre nos concitoyens à ne pas nuire à autrui dans leur acte quotidien. Le projet Do No Harm, selon les initiateurs, s'installe dans toutes les contrées du Togo pour l'atteinte de ces objectifs. Nous allons tenir compte de toutes les suggestions qui ont été faites dans la salle, donc dans un premier temps, pour réajuster le projet. Donc ensuite, nous devons passer aux phases régionales. Donc, parce que maintenant, nous devons aller au niveau de chaque région donc, pour pouvoir implanter le projet. Un mouvement qui prône la culture de la paix et celle du développement au Togo dans le contexte actuel où le pays traverse une crise pour laquelle un dialogue de sortie est en cours, doit normalement recevoir l'adhésion de tout le peuple selon les responsables du projet. Ils sont quelques dizaines de scientifiques réunis à Cotonou. Au Bénin, depuis lundi, le réseau ouest-africain de recherche pour la santé s'est réuni dans le cadre de sa 3e conférence scientifique. Le but est de parvenir à mettre les résultats des recherches au service de l'amélioration de la santé des populations. Reportage. Nul ne peut le nier. La recherche est un facteur essentiel du développement. En matière de santé, la recherche doit être pertinente par rapport aux problèmes de santé des populations. De ce point de vue, elle doit aider à la prise de décision des dirigeants des systèmes sanitaires. C'est donc un thème d'actualité qui interpelle tout gouvernement aux décideurs d'aujourd'hui à intégrer la recherche scientifique dans les programmes de développement comme pilier principal donc, de notre développement. L'ambition réelle de notre réseau, c'est de devenir un organe technique qui mène des recherches sur les politiques pertinentes et qui fournit des conseils techniques indépendants aux décideurs afin de réduire le fardeau des maladies et améliorer l'état de santé des populations en Afrique de l'Ouest. Cette 3e conférence qui se déroule sous le thème « Contribution de la recherche pour la santé pour l'atteinte des objectifs du développement durable » est d'une importance capitale. Ce thème démontre bien la mobilisation réelle des chercheurs de notre sous-région à prévenir efficacement et à lutter contre les maux qui freinent le développement endogène de nos pays respectifs en utilisant toutes les ressources locales. Je voudrais donc compter sur la constance de vos efforts pour qu'à l'horizon 2030, les pays de notre sous-région soient proches de l'atteinte de l'objectif pour le développement durable numéro 3, qui est consacré à la santé et au bien-être, c'est-à-dire permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Pendant 3 jours, les participants venus de plus de 15 pays d'Afrique vont partager les résultats de leurs recherches afin d'atteindre l'objectif clé du réseau ouest-africain de recherche pour la santé, qui est de faire face avec succès aux nombreux défis dans le domaine de la santé. Voilà, cette édition est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur SICA et ses différents sites. Au revoir.